Les touristes nous l'envient. Les Français en sont fiers. Depuis un an, notre gastronomie figure même au patrimoine immatériel de l'humanité. Paris compte 18 000 restaurants, grandes tables, petits bistrots, cafés typiques. Sont-ils à la hauteur de cette réputation d'excellence? Dans un quartier à la mode, notre enquête démarre par une invitation à déjeuner. Emmanuel Rubin est critique gastronomique au Figaro depuis 20 ans. Il connaît les bonnes adresses et celles dont il vaut mieux se méfier. Nous l'avons convié à tester la carte d'une brasserie, comme il y en a tant à Paris. Une grande terrasse, une décoration très coquette. Le cadre semble prometteur. Avec sa complicité, nous allons filmer le repas en caméra discrète. Salade, viande, omelette, la carte est simple et mise sur la cuisine traditionnelle française. On va prendre 2 plats et je vais prendre une salade en plus. D'accord. Voilà, qu'on va partager. Moi, je prends le tartare. Tartare. Et un confit de canard. Merci. 3 minutes plus tard, les plats arrivent sur la table. Pardon. Oui. Notre critique va les ausculter. Premières impressions avec la viande du tartare, vendue 15 €. Alors comment elle est là? Bah, c'est tout sauf un tartare. On n'est donc pas dans le steak, on n'est pas dans le steak coupé, on n'est pas dans le filet de bœuf coupé au couteau, on n'est même pas, dans le steak haché. Ça n'a jamais été ça un tartare. Alors qu'on l'appelle n'importe quoi, pulpe, milkshake de steak haché, mais qu'on ne nous parle pas de tartare. Le tartare, il devrait être comment normalement? Bah, il devrait être un vrai tartare. Quel aspect, Mais il devrait déjà être beaucoup plus rouge. Le tartare, c'est un plat de carnassier. Donc il doit être rouge, il doit être tranché au couteau. Alors je serai en bouche, vous aurez vraiment du goût de bœuf et en même temps un goût de bœuf assez relevé. Mais on sera dans le bœuf, on aura de la mâche. Là, il n'y a rien. Là, c'est un plat pour, je sais pas, pour un boxeur qui a perdu toutes ses dents. La salade parisienne, à 12 € avec des œufs et du jambon, va-t-elle trouver grâce à ses yeux? La salade? Oh bah, la salade, elle est morte. Voilà, elle a tous fait la malle. Non, bon, voilà. Et l'œuf est totalement distendu, il ne se tient pas. On pourra en faire des boucles d'oreilles n'importe qui. C'est du plastique, hein, total, là. C'est-à-dire que ce jambon est coupé en dés, mais beaucoup trop bien coupé pour être honnête. Et puis, bon, voilà, on va prendre celui-là, il ne fait même pas de l'œil, là. Il n'a pas envie de mourir, mais il est déjà mort. Qu'est-ce qu'il a? Bon, il est plein de gras. C'est dur comme du bois, ça n'a plus de goût, c'est plein de flotte. Très salé. Oula, là c'est vraiment imbouffable. Si on voit le confit là? Alors un confit pareil, canard pareil. C'est un plat qui parle beaucoup à l'imaginaire collectif parce que ça renvoie à une des régions françaises les plus éminemment gastronomiques qui est le sud-ouest. Bah, on a du filandreux dans la bouche. On a l'impression de bouffer une pelote de fil à coudre. C'est une chair qui part dans tous les sens. C'est très moyen. C'est ce qu'on appelle le terroir-caisse. C'est pas bon. Bah voilà, encore une fois, il n'y a rien à sauver là, rien. C'est vrai, c'est ça. Emmanuel Rubin, consterné, va demander des comptes à la serveuse. À notre grande surprise, elle ne mâche pas ses mots. Ah non, c'est pas bon. C'est pas tellement fait maison tout ça. Ouais, mais en même temps, vu la consommation qui est ici en général, on va se permettre de... Bah ouais, de faire des beaux produits. Pas de faire des beaux produits. Les plats du jour, ils sont bons. Parce que si on fait le jour même, la patronne est très à cheval sur les plats du jour. Après, tout ce qui est salade et tout ça, on a une majorité de touristes. Vu que c'est que des touristes, elle ne prend pas le temps de faire tout maison. Bah pourquoi? Parce que les cuisiniers, ils n'ont pas le temps. Ouais, il faut faire du chiffre. Ils n'ont pas le temps. Parce que l'été, on a la terrasse qui se double, on a du monde qui attend. Pauvre touriste alors. Pauvre touriste. Donc à la carte, à part le plat du jour, il n'y a rien qui est fait maison en fait. Ça. Ouais, voilà. On l'assemble. Ils assemblent. Ouais, voilà, ils assemblent. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Pour ce repas très décevant, montant de l'addition, 60 € pour 2. Alors le bilan de ce déjeuner? La catastrophe. Non, pathétique. C'est un peu le repas, le déjeuner emblématique du Paris d'aujourd'hui. Bah, tout est sorti d'une filière industrielle. On est dans la cuisine
industrialisée, dans une cuisine donc totalement hygiéniste, préformatée, où les saveurs n'ont plus le goût de ce qu'elles sont, où les recettes n'existent plus, ce sont toutes les mêmes, stéréotypées, totalement marketées. Et ça, c'est dupliqué à peu près dans tout Paris, désormais dans la plupart des grandes villes de province. Et on nous l'a dit, et on le sent. C'est aussi une volonté farouche de faire du chiffre, de l'argent. Terroir-caisse, cuisine d'assemblage, les restaurants français seraient de plus en plus nombreux à prendre de mauvaises habitudes. L'alléchante appellation « fait maison » ne veut rien dire juridiquement. Elle peut cacher des plats en conserve, sous vide ou surgelés. Nous allons découvrir les secrets de cette cuisine au rabais, mitonnée au micro-ondes, avec un objectif, accroître la rentabilité. Dans 70 à 80% des cartes, on trouverait au moins un plat industriel. Les clients sont loin de s'en douter. On vient au restaurant pour qu'on nous prépare à manger, c'est pas pour qu'il soit préparé à l'avance. Quand on voit qu'on paye le même prix avec des produits frais qu'avec des produits qui sont surgelés ou machin, quand on voit l'addition, ça me choque. Surtout l'addition. Quand on ne connaît pas une bonne adresse, on se fait souvent pigeonner dans du surgelé. Parce que j'estime qu'on paie un restaurant, pas un service, c'est pas pour manger du supermarché. Pour mesurer l'ampleur de cette tromperie, il faut se lever de bonne heure. Au petit matin, nous allons explorer les poubelles des restaurants. En fouillant bien, nous reconstituons leur menu. Des frites surgelées, du tartare déjà préparé, du cassoulet en conserve, du confit d'oignon, de la vinaigrette, de la sauce au fromage et même de la salade de fruits. Soudain, nous sommes repérés. C'est pas nos poubelles, c'est nos poubelles. C'est nos poubelles. On paye pour les mettre là. Oui, j'ai marqué derrière, il y a marqué une adresse dessus. C'est pas marqué chez vous. Vous êtes d'accord? Oui. Alors vous partez, dégagez. Notre caméra continue à tourner. Vous n'utilisez pas ni de conserve, ni de surgelé? C'est possible d'utiliser des conserves, des sous-vides, des surgelés, comme toutes les brasseries. Mais en aucun cas, vous touchez mes poubelles. 6 heures, le balai des livraisons commence. Sur les palettes, les barquettes qui seront servies au déjeuner. Mais pour se ravitailler, les restaurateurs ont un autre secret. Notre enquête nous emmène dans ce supermarché en région parisienne. Il en existe des dizaines comme celui-ci en France. Un magasin gigantesque où seuls les professionnels sont autorisés à entrer. Nous filmons en caméra cachée. Il est 7 heures, l'heure à laquelle les commerçants viennent faire leurs courses avant d'ouvrir. Ici, on trouve de tout en quantité démesurée. Des oignons émincés en conserve de 4 kilos, des seaux de 3 kilos de choucroute, de la sauce au poivre en poudre, une boîte égale 6 litres de sauce. Au rayon pâtisserie, nous découvrons aussi que les blancs d'œufs se vendent déjà séparés en bidons de 2 litres. Et même plus besoin de les monter en neige. Nous décidons de nous faire passer pour des restaurateurs débutants. Devant ces confits de canard en conserve, nous demandons conseil à un vendeur. Excusez-moi monsieur, c'est vous qui vous occupez de ce rayon? Ah oui, je vous achète le restaurateur. Mais si vous repassez vers 2 heures, c'est pratiquement vide. Tous les grands restaurateurs, ils achètent ça, vous le trouvez dans les restaurants. Moi personnellement, si je me mets dans la restauration, moi je me préférais travailler comme ça. Un gain de temps et d'argent. Voilà les principaux arguments pour servir des plats préparés au restaurant. Par exemple, ces 12 confits de canard sont vendus 25 €, soit 2 € la pièce, qui pourra ensuite être facturé jusqu'à 10 fois plus cher dans les brasseries. Même chose avec ces 8 sachets de saumon à l'oseille qui coûtent 28 €, 3,50 € la part. La marge est encore plus intéressante sur les desserts. Ces 8 crèmes caramel sont vendues 5,29 €, 66 centimes la portion. Et avec ce gros pot de mousse au chocolat à 6,89 €, la part revient à seulement 34 centimes.
Des desserts qui seront vendus entre 6 et 10 euros. À ce prix-là, beaucoup de restaurateurs ont pris leurs habitudes ici. Comme cet élégant chef d'entreprise d'une 60aine d'années, qui semble avoir testé toutes les marques de plats préparés. Il va nous initier au secret de ce qu'on appelle aujourd'hui la cuisine d'assemblage. Alors, 80. D'accord. Ouais. D'accord, c'est carrément tout ça. Ils sont meilleurs que ceux-là. Tu connais ça? Lasagne, ouais. Les lasagnes sont très bonnes, les cannelloni sont encore meilleurs. Cannelloni, on dit. Et vous rajoutez un peu de fromage. Hein? Et puis c'est top. Et quand vous dites maison, c'est sûr. Ah ouais? C'est sûr, c'est top. Après, il y a la carte. Moi, je l'ai. Oh, ok. Pas faire des prix trop chers. Expert de la triche, ce restaurateur a même trouvé comment donner l'illusion du fait maison pour mieux tromper ses clients. Sur les maisons, mettez un peu de cannelle et un peu d'huile d'olive, c'est top. Client, c'est pour les maisons. Vous dites au client, c'est purée maison? C'est sûr, c'est sûr. Ah ouais? C'est le croit, bien sûr. Et les meilleurs. Et là, il n'y a pas de loupé. Parce qu'il y a un cuisinier qui fait mal le boulot et il faut le recommencer, vous le jetez. Le gazpacho. Le gazpacho, ouais. Bon, les gens, je leur mets un peu de poivron dedans. Hein, feuille de basilic. Oh. Le carpaccio, il est... Oh. Moi, de canard, je le fais avec une sauce. Et je mets des cèpes congelés, en morceaux. Les gens ils tirent. Sauce, C'est trop gras. sauce au foie gras. Ça, j'adore ça, les gens. On pourra passer le jour un jour dans ton tête? Bah, vous avez un crayon, vous avez un crayon, vous avez un papier. Alors. Non, à la limite, je peux dire, je peux bien faire. Avec moi, on est à la bonne école. Là, j'aurais plus de temps à vous expliquer. Ah ouais. Si ça vous embête pas. Absolument. Pas de soucis, avec plaisir. C'est très gentil. Bonne journée, bon. Pour la leçon approfondie, rendez-vous est pris 2 jours plus tard. Dans son restaurant, dans un quartier chic de la capitale. Sur la devanture, nous remarquons qu'il est recommandé par plusieurs guides. Ah bah ouais. La visite commence au sous-sol, avec les congélateurs et la chambre froide. C'est ici que le restaurateur conserve ses achats. Ils viennent tous de l'hypermarché où nous l'avons rencontré. Des œufs déjà pochés, du tartare de tomates, des moelleux au chocolat. Son sous-sol regorge de plats préparés. Sans scrupule, il les présente comme des préparations maison à ses clients. Il profite d'un vide juridique. Aucune loi ne l'oblige à indiquer que ses produits sont d'origine industrielle. Nous allons découvrir que son bluff n'a pas de limite. Tartare, c'est moi qui l'ai fait. C'est déjà coupé? Comment vous faites le tartare tartare? au couteau, parce qu'il y en a deux. Ça, c'est le tartare au couteau. Mais si le charolais, c'est top. Hein. D'accord. Ça, c'est le premier hamburger. Mais si j'ai plus de ça, ben, je vais le faire avec ça. D'accord. Et j'en ai qui préfèrent l'avoir. Ben ouais, parce que c'est plus honteux. Ça, c'est plus sec. D'accord. C'est comme si je faisais du steak en machine. Ça, c'est meilleur, ça. Mais quand on dit tartare... Il me dit, tu me le fais plus sec, plus serré. Je lui dis, ben, je vais te le faire à la machine. Ce qui n'est pas vrai. C'est ça. Comment ça, vous lui dites Ouais, je comprends pas. Si, je vais dire, je vais te le faire à la machine. Et là, il sortira comme ça. Mais il croit que je hurle à la cuisinière, tu me fais le tartare machine. Et en fait, c'est ça. Le carpaccio, là. Le carpaccio, ben, c'est pareil, c'est des cartons. C'est tout prêt. C'est tout prêt? Il y a juste à mettre. Vous pouvez nous montrer? Voilà. Ah, d'accord. Son carpaccio sort du congélateur. Faire attention, ça, faut le mettre sur l'assiette, pas attendre quand même un petit peu que ça refroidisse. Ça refroidisse pour faire que tu en vois qu'il y a du blanc encore. Ah ouais. C'est des desserts en mousse au chocolat. Hein, c'est très bien. D'accord. Voilà, c'est ça. On va mettre le doigt dedans, vous dit goûter, parce que vous avez dit quand on dit maison, je dis ouais. Et puis si on me dit chacun sa manière, hein, en fait. Et là, quand elle est chaude, on croit que c'est maison. Quand elle est chaude, on croit que c'est maison. Quand elle est chaude, on croit qu'elle est maison. Moi, je la trouve bonne. Hein. Ouais, elle est bonne. C'est correct, hein. Non, après, c'est pas le même goût que du maison, quoi, forcément. Non, mais je dis chacun sa manière de faire. La tatin avec une boule de glace. Voilà, tatin, boule de glace. Voilà. Présentation. Sur assiette, on met crème anglaise. Ouais. Pareil, toute faite, avec crème anglaise là-dessus, la tarte chaude qu'on passe là-dedans, paf, machin. 2 minutes de micro-ondes, ça déconduit, c'est chaud. Puis
puis voilà, avec une petite feuille de menthe, pareil, toujours pas une feuille de menthe, on apprécie beaucoup, les gens ils se croisent en vacances. Si on l'a fait nous-mêmes, c'est qu'on Vous allez peut-être la louper ou elle va pas être belle comme ça. Parce qu'elle est belle, elle est ronde. Ouais. Là, si vous voulez faire comme ça, il faut faire des moules, faire des pâtes exprès, c'est compliqué. Oui, une tatin, ça me revient à 80 centimes. Et vous la vendez combien déjà 6 euros. Ah oui. On a un peu des scrupules, donc quand même, on se dit, est-ce que c'est pas... La caisse qui est là. La caisse que voir. Ouais. Et grâce à ses combines, sa caisse tourne très bien. Il est même fier de nous montrer le détail de son chiffre d'affaires. Je vais faire 34 000 dans mon mois. 34 000 dans le mois? Ouais, 32, 34, c'est pas encore compté. D'accord. Soit 2 000 € de recettes par jour, en moyenne, dans ce petit restaurant. Ça veut dire, imaginons sur une journée, vous faites 2 000. Ouais. Eh ben, il y a 500 d'achats. Ouais. Ça fait 1500 pour la boîte, mais il faut savoir, sur là-dessus, il y a les impôts, il y a l'électricité, il y a le gaz, il y a le personnel, il y a tout ça. En bénéfice net, il va peut-être rester 400. Tout payé. Tout payé. 400 par jour, c'est pas mal. Selon nos calculs, avec ces petits arrangements, notre roi du plat préparé gagnerait environ 9 000 € par mois. Est-il encore possible de réussir dans la restauration en servant de la vraie cuisine maison? Xavier de Namur, 51 ans, en est persuadé. Il possède 5 restaurants dans le centre de Paris. Il ne sert que du fait maison. Ses marges sont plus faibles qu'avec des plats préparés, environ 15% de moins. Ah, merci. Mais il a réussi à faire fortune. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour cette brasserie l'année dernière. Cet amoureux de la bonne bouffe va nous apprendre quelques trucs pour distinguer la nourriture industrielle du véritable fait maison. Dans ses cuisines, on prépare ce matin l'un des plats préférés des Français, le confit de canard. Ici, il est mitonné de façon traditionnelle. Là, on a la fameuse cuisse de canard confite. La cuisse de canard est arrivée fraîche, bien sûr, une fois qu'elle a été passée au sel, 24 heures en chambre froide, dessalée. Donc là, elle va passer 1h30 à peu près à un feu moyen bouillon pour effectivement cuire. Et là, elle va finir d'avoir sa cuisson. Voilà. Et puis après, elle va passer en cellule de refroidissement pour être redescendue en température. Et après, elle est gardée en chambre froide dans des seaux remplis de graisse. Et donc, ça peut se conserver autant qu'on veut. Mais nous, toutes les semaines... Enfin, ça peut se conserver 2-3 mois, mais nous, toutes les semaines, il n'y en a jamais, parce qu'en fait, on a beau en faire 200-300 par semaine. On s'est aperçu qu'il y avait une véritable demande, et depuis 22 ans, on l'a mis à la carte, on ne l'a jamais lâché. Mais aujourd'hui, dans la majorité des restaurants, la cuisse de canard sort d'une conserve, comme celle-ci. Nous l'avons achetée chez le grossiste. Pour Xavier de Namur, il suffit d'un coup d'œil pour reconnaître son origine industrielle. Donc en fait, ce qu'on voit, voilà, le problème de la boîte, voilà, c'est qu'en fait, ça se délite complètement. Donc on a quelque chose, on n'a rien qui s'accroche à l'os. Si vous reprenez une cuisse de canard chez nous, voyez, alors là, ça ne bouge pas. Hein. Là, vous prenez n'importe quelle cuisse, vous allez voir, tout de suite, vous avez l'os qui vous reste. J'en prends une autre, regardez, hop, il y a tout, voilà, ça part tout de suite parce que c'est hyper cuit. Ensuite, on voit toujours pareil, là, ici, on va voir, vous voyez, donc tout part. Donc c'est des choses qui sont très, très cuites. Et on a une différence aussi, c'est sur la qualité de la graisse qui a été utilisée. On a toujours, on le voit sur la couleur. Alors les clients ne peuvent pas aller dans les boîtes, mais nous on voit tout de suite qu'on a une graisse qui est jaune, alors que normalement sur une graisse première cuisson, une seule cuisson, on a une graisse blanche. La différence de goût est-elle flagrante? Si, chef. Notre patron se prête à une petite dégustation. Regardez. Hop, regardez, tout c'est délité. Et après je vais la goûter. Ah, en fait, on a l'impression de manger un bloc de sel. C'est souvent très salé. C'est très salé. C'est gras. Normalement, la peau dans le confit de canard, c'est vraiment un truc qu'on mange. Là, c'est tout gras, c'est tout mou. Donc c'est pas ça un confit de canard. Alors, effectivement, encore une fois, celui qui ne sait pas, qui a mangé que ça, il pense que le confit de canard, c'est là. Donc il dit, ah, c'est un truc très gras, c'est un truc souvent salé. Mais il n'a pas la référence. Pour une cuisse de canard vendue 23 €, Xavier gagne 4,60 €. S'il vendait du confit en boîte, il en gagnerait 6. Tu goûtes. Ah, bonjour. 2 personnes? Ouais. Venez par ici. Les clients semblent apprécier. Son restaurant sert en moyenne 500 couverts par jour.
Un public que Xavier de Namur tient à sensibiliser. Exiger le vrai fait maison. Transparence dans les assiettes. Il affiche ses messages militants sur les murs et sur les menus. Le plat du jour, on a aujourd'hui un magret de canard au miel. Et puis on a un dessert, on a mis donc la vraie tarte pamplemousse et pistache avec David, la vraie, il y a un E à vrai quand c'est une. Quand c'est une vraie, la vraie, il y a E. La vraie tarte pamplemousse pistache. Alors, c'est une plaisanterie qu'on fait un peu en disant on marque toujours la vraie tarte chaude, le vrai moelleux au chocolat, la vraie île flottante et tout. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils mangent ça, partout c'est marqué maison et tout, on ne sait pas. Et donc on met ça et chaque fois ils nous demandent mais pourquoi vous marquez la vraie? Je dis peut-être parce qu'ailleurs, c'est pas vraiment la vraie, c'est une mousse au chocolat de quelqu'un qui ne devrait pas en faire, c'est-à-dire un industriel. La mousse au chocolat, logiquement, elle devrait être faite dans les cuisines. Tu vois un peu à quoi ça ressemble. Pour lui, truc, là la base du métier, ce sont les bons produits. On est loin de la tentation de la barquette. Xavier de Namur se fournit surtout à Rungis. Il aime aussi faire son marché directement chez le producteur. À 35 km au nord de Paris, la plaine maraîchère de Cergy. Salut Alain, tu vas bien? Oui Xavier, ça va? Ouais. Chaque semaine, il achète 200 kg de légumes bio à Alain et Valérie Crochot. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste en ce moment? Quelques tomates, les tomates cerises. Ah ouais, tu m'en as mis de ça ou pas? Oui. Ouais, sympa. Donc là, les tomates cerises, effectivement, viennent d'être ramassées. Ah, elles sont super bonnes. Une fois qu'on en a mangé une, on peut plus s'arrêter ces trucs-là. Hein. C'est vrai que c'est un peu comme des bonbons, quoi. Ah bah voilà une belle jolie petite carotte. Ouais, là, elle a du goût de carotte. Tu vois, elle est vraiment très bonne. Et l'idée pour moi, c'est de les cuire très très peu al dente, de la retrouver dans l'assiette, soit avec les fans directement, ce qui est beau, quand elles sont toutes petites, soit de la laisser aussi entière, et on peut juste la cuire ou un peu la caraméliser avec un mélange d'eau et de sucre. À la fin, on a une petite carotte caramélisée, ou bien on va faire... le truc, c'est de la laisser le plus naturel possible. Ici, il trouve aussi l'inspiration pour ses futurs menus. J'ai vu, là, tu m'as filé des potimarrons, on a fait des trucs super avec des petits potimarrons qui étaient vachement bons. Oui. On a même fait des desserts et des soupes, et ça serait pas mal si tu as des potirons, des potimarrons, on est en plein dedans. On va les voir, parce que les potirons, il y en a quelques-uns très très beaux. C'est vraiment du producteur au consommateur en direct, et puis on a une vraie transparence, on voit comment c'est fait, on voit que tout est fait à la main, que voilà, il n'y a pas de produits chimiques, au moins on peut venir quand on veut regarder ce qu'il y a dans le champ. C'est pas mal, c'est une garantie pour mon client aussi, de savoir ce qu'il mange. Pour que cette transparence se généralise, il demande qu'on oblige les restaurateurs à mentionner l'origine industrielle des plats sur leur carte. Les radis noirs, j'adore moi. T'en as déjà? Ah, il y en a. C'est les tomates, comme tu vois, c'est vraiment là. Une information d'autant plus cruciale que certains plats préparés, consommés en grande quantité, seraient susceptibles de nuire à notre santé. Dans le supermarché pour professionnels, nous sommes retournés faire quelques courses. Nous allons les soumettre à un médecin nutritionniste. Le docteur Catherine Sarfati-Lacronière va nous aider à décrypter les étiquettes. Elle révèle certains ingrédients très controversés, spécifiques à l'industrie agroalimentaire. Exemple, avec cette sauce au poivre en poudre. Exactement pour une sauce au poivre. Alors on commence avec quelque chose qui tout de suite moi me frappe, la matière grasse végétale, et entre parenthèses il y a marqué palme. L'huile de palme, c'est l'huile la moins chère au monde et la plus utilisée justement dans les plats cuisinés du commerce. Le problème, c'est qu'elle contient, même si c'est une huile, des acides gras qu'on appelle saturés, qui sont des acides gras qui, lorsqu'ils sont également consommés de manière importante, sont directement en rapport avec la survenue des maladies cardiovasculaires. Et il y en a. Le reste, maltodextrine. Certains disent que c'est en rapport avec des signes comme des vomissements ou pire, maladie cardiovasculaire et diabète. Il y a même des pétitions qui demandent d'enlever la maltodextrine parce qu'elle serait reliée à certains cancers, et on cite le cancer du foie en particulier. Un autre ingrédient est mis en cause par la communauté scientifique. On le trouve dans cette mousse au chocolat, ce tiramisu et dans ce bœuf bourguignon. C'est la graisse végétale hydrogénée.
Alors, graisse végétale hydrogénée, c'est une des manières de parler d'acides gras spécifiques qui s'appellent les acides gras trans. Ça favorise la formation de ce qu'on appelle l'athérosclérose, cette plaque qui se met sur les grosses artères, les carotides qui nourrissent le cerveau et les coronaires qui nourrissent le cœur. Donc ça favorise ce qu'on appelle les infarctus ou des accidents vasculaires cérébraux. Et en mangeant ces plats du commerce, on a par définition plus d'aliments riches en graisse, riches en sucre et riches en sel. Ce médecin pointe un autre risque. Au moment du réchauffage au bain-marie ou au micro-ondes, la chaleur active une molécule dangereuse contenue dans les barquettes, le bisphénol A. Quand on chauffe un plastique qui contient du bisphénol A, ce bisphénol A peut passer dans l'aliment qu'on va consommer. Or, la consommation de bisphénol A, même à petite dose, est dangereuse pour la santé. Les études ont prouvé que ça avait un impact très négatif sur la fertilité, mais également sur les maladies cardiovasculaires, encore une fois, et le diabète. Et ça, vous ne le savez pas quand vous mangez au restaurant, puisque vous imaginez que peut-être que les plats sont faits à la maison. Pour vendre leurs produits, les industriels sont particulièrement offensifs. Ils inondent les restaurateurs de prospectus et de catalogues aux illustrations alléchantes. Dans son bureau, Xavier de Namur a sa collection personnelle. L'argument imparable de toutes ces publicités, la rentabilité. Ou comment réaliser davantage de bénéfices en utilisant des plats préparés. On leur explique qu'ils se vendent 3 fois plus cher que leur prix d'achat. C'est des commerciaux. Souvent, les commerciaux, ils ne connaissent rien en bouffe. Ça ne veut même pas cuisiner, la plupart. Mais en même temps, ils les démarchent en leur vendant le produit, en leur expliquant. On ne leur parle pas de qualité, de goût, de produit. On leur parle de prix, de coefficient et de marge. Voilà comment on les démarche. Et les restaurateurs, tout ce qu'ils s'entendent, marge, prix, tiroir, caisse, ah oui, c'est bon. Nous allons découvrir que pour convertir les restaurateurs, les industriels sont prêts à dérouler le tapis rouge. Quelque part en région parisienne, l'un des leaders du marché des plats préparés organise une journée portes ouvertes dans ses bureaux. Nous n'avons pas été autorisés à filmer. Avec la complicité de Xavier de Namur, nous tournons en caméra cachée. L'événement, c'est la présentation de leur nouveau menu. L'opération séduction commence dès l'accueil. Ouais, je veux bien un petit jus de fruits. On va voir quelques produits en dégustation. C'est axé sur les produits de fête. C'est pour là, c'est les produits de fête. D'accord. Non mais vous allez voir, c'est vraiment sympa. On est bien reçu chez vous. On essaye, c'est pour vous faire revenir. Dans les salons, des dizaines de restaurateurs venus déguster les nouveautés, de l'entrée au dessert. Comme nous, ils sont pris en charge par une équipe très motivée, aux petits soins pour chaque client potentiel. Vous avez déjà goûté des produits ici ou pas du tout? Non. C'est des produits, pas du tout non plus. Alors vous allez voir que nous, nos produits en général, on est pas. Vous pouvez constater, on n'a jamais des choses qui sont carrées chez carré. On essaye de toute façon de travailler sur l'artisanat. Il y a plein de choses en fait qu'on va faire nous-mêmes manuellement pour apporter cette touche artisanale. On a des feuilletés, au fait qu'on travaille aussi, vous avez peut-être vu, des pièges on fait marcher, c'est pour que justement on n'ait pas les mêmes feuilletés tout le temps. Et là vous sortez un carton, vous avez exactement la même forme de feuilleté. C'est l'intérêt aussi. Du coup, cette illusion, qui en plus en goût, l'illusion est parfaite avec le goût que vous pouvez avoir par la suite. L'illusion de l'artisanal et du fait maison. Voilà toute la stratégie de vente de cet industriel. Par exemple, sur cette tarte au potiron, on a volontairement découpé de gros morceaux de légumes. Ici, on appelle cela des marquants. On les trouve aussi dans cette terrine aux pistaches que Xavier de Namur va goûter. Là, on peut dire que ça fait sans problème. On met des marquants, on met par exemple du faux, mais des gros marquants de viande, etc. Alors c'est tellement artisanal, là c'est le cas de vétérinaire, on ne fait pas un industriel, en fait c'est la forme d'eau, moins carré, je vois, et une procession de voir plusieurs éléments différents, dès qu'ils ont une pistache. Pour parfaire cette illusion, on soigne aussi les emballages. Et là on a un crumble, voilà, qui dit que c'est vraiment fait maison. On est en plus sur des développements durables, on est sur des produits qui sont. Là, c'est du copeau de bois. Pourquoi vous avez choisi par exemple de se présenter comme ça?
parce que c'était dans une optique où il y a un an et demi, on fait du maintien. Dans notre atelier, on va sortir quelque chose d'assez traditionnel. Le restaurateur de le sortir dans cet esprit-là. Le dessert maison, le dessert du chef. L'esprit, l'emballage, l'illusion du fait maison. Mais comment ces recettes sont-elles concoctées? La cuisson des pommes, elle est faite directement dans le... Alors là, j'ai pas la recette en fait. Je ne connais pas la recette. Je sais qu'on est rigoureux sur la manière de la travailler. À notre grande surprise, ces employés ne semblent pas maîtriser les secrets de l'art culinaire. Xavier de Namur tente une autre question. C'est comment la crème, par exemple, de cœur en chocolat? Alors, quoi comme crème? Je sais pas quel type. Là, vous avez des crèmes pâtissières, vous avez des crèmes montées. Justement, vous n'êtes pas pâtissier. Leur spécialité, c'est plutôt la rentabilité. Et en termes de coût, c'est vraiment différent? Regardez le tiramisu, le temps que le chef va passer à faire son tiramisu, il va monter. Le mascarpone, c'est super cher. Mais imaginez qu'il vous reste en fin de journée du tiramisu. Le lendemain, il va peut-être se présenter de la même manière. Voire limite, vous allez le jeter. Derrière, vous n'avez pas de perte. Vous n'avez pas de perte. Et du coup, voilà, moins de personnes en cuisine. À l'heure actuelle, on a l'habitude chez vous. Le chef professionnel, qui fait derrière des charges, etc. Ces arguments semblent avoir déjà convaincu de nombreux restaurateurs. L'année dernière, ce groupe, spécialiste des plats préparés, a enregistré un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions d'euros. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bilan de la visite. Vous apercevez que vous avez affaire à des gens qui vous vendraient des bagnoles, mais pas à des gens qui vous vendent des produits alimentaires pour manger. Et puis cette manie aussi de dire, regardez, c'est des vrais produits parce qu'on a mis des vrais bouts de potiron, des vrais bouts de pommes de terre et tout. On imagine bien qu'à la base, le produit, c'était une vraie pomme de terre, un vrai potiron. Mais ça n'empêche, c'est pas parce qu'on le met en visuel, cet aspect un peu tradi, comme ils disent, ou maison, que c'est bon. Parce que c'est pas bon, parce que leur pâte en dessous, on voit bien que c'est de la pâte industrielle. C'est pas une bonne pâte. Nous avons rencontré des cuisiniers écœurés par ces pratiques. C'est le cas de cette jeune femme. Diplômée d'une école hôtelière, elle est salariée d'une grande chaîne de restaurants implantée dans toute la France. Mais aujourd'hui, il n'y a que dans son appartement qu'elle peut encore exercer sa passion. C'est du poulet à la crème, avec des petits légumes dedans. Le genre de plat qu'on sert dans votre restaurant? Non, pas du tout. Loin de là. Pourquoi? Parce que dans le restaurant où je travaille, c'est plus vous ouvrez les produits, vous mettez au micro-ondes et vous faites chauffer, vous posez sur l'assiette. Je savais même pas que ça pouvait exister à ce point, quoi. Et après, la notion de cuisinier, ça perd toute sa forme, quoi, je pense. Elle ne souhaite pas montrer son visage, de peur de perdre son travail. La célèbre enseigne qui l'emploie n'assumerait pas cette politique du plat préparé. Lorsque les clients ils demandent comment c'est fait, les serveurs leur répondent qu'en fait le matin on coupe les légumes et voilà que c'est du frais. C'est-à-dire qu'on ment aux clients en fait? Oui, les serveuses elles mentent aux clients. Et ça ne se dit pas dans la restauration, il n'y a personne qui va vous dire vous savez ça c'est du surgelé. Les viandes c'est du sous-vide, vous avez les garnitures tous congelés, ou bien c'est du sous-vide mais c'est déjà cuit, prêt. Il faut juste faire gratiner et c'est prêt. Les sauces en poudre, il faut juste mettre à chauffer, faire chauffer de l'eau, rajouter la poudre et c'est prêt aussi. Les tartes, tout ce qui est dessert, c'est du congelé aussi, c'est déjà cuit, pré-découpé. Il faut juste faire décongeler et c'est prêt. Est-ce qu'il y a quand même encore des choses qui sont faites sur place? Alors, qu'est-ce qui est fait sur place? Là, je vais beaucoup réfléchir. Qu'est-ce qui est fait sur place? Rien. C'est triste, mais c'est comme ça. Cette passionnée rêve de travailler différemment. Mais pour l'instant, tout ce qu'on lui propose, c'est cette cuisine du micro-ondes. Marco, 60, s'il te plaît. Dans le restaurant de Xavier de Namur, il est 13h. Bon appétit, monsieur.
l'heure du coup de feu. Les Parisiens et les touristes ont faim. Ce n'est pas le moment de chômer. Vous aviez 2 plats du jour et pour vous, c'est une salade asiatique, c'est ça? Oui. J'emmène ça tout de suite. Bon appétit. C'est bien parce que c'est la meilleure table de la maison, donc faut en profiter. On m'a bien reconnu, c'est bon. Voilà, attention, service chaud, chaud, chaud. En salle, les 6 serveurs n'ont pas le temps de souffler. Une tatane tomate avec le pavé, s'il vous plaît. Côté fourneau, 5 cuisiniers se bousculent dans 12 mètres carrés. Oui, chef. Salade saumon, on passe, s'il vous plaît. Ils doivent livrer entre 500 et 1000 plats chaque jour. Les clients veulent tous être servis en même temps. La brigade doit être organisée. Toutes les cuissons, on les anticipe. Vu la quantité de monde qu'on fait, on n'a pas le choix. Certains, Boulou? Non, c'est pas ça. Pardon? Oui, carrément, ouais. Carrément. Mais on vit avec, hein. La cadence est soutenue, au service, comme en cuisine. Le stress et la pression ne retombent jamais. La salade de crudité, c'est pour qui? Crudité? Non, c'est continuel. C'est continuel. C'est le matin, c'est le soir. Non, on a dit qu'il n'y en avait plus tout à l'heure. On a dit qu'il n'y avait plus de tarte champignons tout à l'heure. Tu l'as pas dit à moi, en tout cas. On l'a dit tout à l'heure, on l'a dit. Change par une quiche, ce que tu veux. Des petites histoires avec le service. Mais grave. Le stress, la chaleur, des conditions difficiles. Les plus jeunes, comme Alex, ont du mal à s'y habituer. Il est responsable des salades et des desserts. Il fait entre 30 et 40 toujours. Et plus ça va vite, plus on envoie de plats, plus il va faire chaud. Plus les feux sont allumés, voilà en fait c'est ça. Les fours, machin, on ouvre les fours. Ça fait qu'il y a vraiment beaucoup de chaleur. Les salamandres, comme vous voyez là, le gaz qui est à hauteur de tête, ça fait qu'on a vraiment chaud. On perd à peu près 500 grammes par service. Le travail est physique et il faut accepter les horaires décalés. En coupure, comme on dit dans le métier. C'est difficile de travailler le matin, de commencer à 10h, vous finissez à 15h, vous repartez chez vous, vous allez au bar, vous allez boire un verre, vous allez au cinéma, vous faites ce que vous voulez, vous avez une pause de 3-4 heures, vous reprenez le soir, vous finissez à 23h, vous rentrez chez vous, ça recommence le lendemain. Ça recommence tous les jours, et on n'est pas forcément bien payé, donc forcément... On ne peut pas faire ce métier-là pour l'argent. C'est impossible. Parce que c'est trop dur. Il faut vraiment être passionné, il faut aimer ça, il faut être à fond dedans en fait. Ouais. 2 desserts jour. La pression est telle que certains finissent par jeter l'éponge. Jonathan, lui aussi, est un passionné. À 25 ans, ce cuisinier a déjà 6 années d'expérience, mais il voudrait raccrocher. Pourtant, son début de carrière était prometteur, dans un des restaurants les plus prestigieux de la capitale. Un moment nostalgique, hein. Pendant 8 mois, j'ai travaillé ici, c'est le chemin que je prenais pour venir travailler. Donc c'est pas rien hein, de revenir ici. Alors j'étais au 2e étage, dans un des grands restaurants de la Tour Eiffel. Donc voilà, tous les matins, je venais ici. J'ai été commis du chef de partie saucier. Donc en fait, je travaillais à la confection de toutes les sauces, de tous les plats, avec un chef. Une très petite cuisine, mais avec beaucoup de cuisiniers. Les postes, comme dans les brigades à l'ancienne, le commis, le chef de partie, le second, le chef. Les ordres criés, aboyés en cuisine. Et vraiment, oui, c'était vraiment le travail que j'avais imaginé de la cuisine. Quel souvenir vous gardez là, de cette période à la Tour Eiffel? C'est bête à dire, mais c'est les pauses cigarettes en tenue. On sortait au 2e étage, fumer notre cigarette en tenue de cuisinier. Les touristes voulaient absolument être en photo avec nous. Des fois, ils faisaient la queue même. Il y avait des queues qui se faisaient pour être pris en photo avec nous. Mais il ne s'agit que d'un remplacement. Après 8 mois, le contrat s'arrête. Le rêve tourne court. Depuis, Jonathan enchaîne les emplois précaires dans les cuisines de brasseries, d'entreprises ou de clubs de vacances. Sa paye n'évolue pas. Donc par exemple, là on peut voir que pour 140 heures travaillées sur le mois, on a un salaire net de moins de 900 € pour 140 heures par mois, ce qui reste vraiment très négligeable pour un cuisinier avec une certaine expérience et des diplômes. Là c'était pour un hôtel-restaurant. On peut voir que la paye est à moins de 800 € pour, je pense, une centaine d'heures. C'est vraiment rien, sachant qu'on a le loyer, les courses, les charges. Il ne reste rien après, des horaires étirés, des payes pas forcément, les payes ne suivent pas les horaires. Les heures supplémentaires sont très rarement payées, et quand elles sont payées, généralement, c'est au black. Donc c'est de la main à la main, et c'est quand le patron veut.
Une situation financière qui le pousse aujourd'hui à arrêter ce métier. Il souhaite se reconvertir dans la fonction publique. Après 6 années dans les cuisines, Jonathan se dit amer. Il nous confie aussi avoir travaillé dans des conditions d'hygiène qui l'ont étonné. On se retrouve avec des cuisines qui datent des années 70-80, qui n'ont pas forcément été renouvelées. Ça implique de temps en temps, assez souvent même, un manque d'hygiène. Ça, malheureusement, c'est une réalité du métier. Ça vous a dégoûté du métier, ça aussi? Ça m'a convaincu qu'il y avait des soucis dans ce métier et que oui, il fallait peut-être changer parce que, voilà, quand on va voir un chef, on lui dit « Ah bah tiens, là j'ai croisé une blade dans la cave avec les pommes de terre, qu'est-ce qu'on fait? Oh, c'est pas grave, il y en a tous les mois, on s'en occupera plus tard. » C'est des choses, c'est une réalité. Les défaillances que pointe ce cuisinier sont-elles fréquentes? Faire respecter les normes d'hygiène, c'est la mission de la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations. À Paris, ils sont 60 inspecteurs. Parmi eux, Florence Terris et Pascal Ferrari. Voilà à quel type de réalité ils sont confrontés. Locaux insalubres, à l'hygiène déplorable, aliments périmés, mal conservés. Et depuis 2 ans, une recrudescence de rongeurs. Les hivers sont rudes, les rats et les souris apprécient la chaleur des cuisines. Avant un contrôle, les inspecteurs ne savent jamais à quoi s'attendre. Ce matin, ils ont choisi ce restaurant au hasard. Bonjour, monsieur. Nous sommes de la DDPP, Direction départementale protection des populations. On va effectuer un petit contrôle, voir comment vous fonctionnez. Donc la cuisine, on inspecte d'abord les locaux. Il y a du carrelage qui est fêlé. Là, il y a des contaminations qui peuvent se mettre dedans. Il y a des parties qui sont en bois. Le bois est porteur de bactéries parce qu'on ne peut jamais nettoyer le bois brut. Il s'imbibe et l'humidité fait que les bactéries se multiplient. Là, le nettoyage des prises est carrément insuffisant. À proximité d'une zone de travail, de manipulation, donc un risque de contamination croisée. Vérifie qu'il y a l'eau chaude, ça c'est bon. Le savon, il n'y en a plus, le papier, il n'y en a plus, l'activité va commencer. On ne sait pas comment il va se laver les mains. L'inspectrice convoque le chef, responsable de cette cuisine. Les couteaux sont propres. Veillez bien à bien nettoyer. Hein. Vous voyez, celle-là, il faut la changer. Hein, il y a un peu de rouille, donc ça, c'est un risque pour les couteaux. D'ailleurs, il ne faut plus mettre les couteaux là tant que vous ne l'avez pas changé. Hein. Le contrôle se poursuit au sous-sol. Il y a un frigidaire en bas, un frigo, une chambre froide. Là encore, elle va constater plusieurs anomalies. Alors, la chambre froide. Donc là, vous voyez, pareil, au niveau des locaux, il y a de la peinture qui s'écaille, donc un risque de contamination aéroportée. Il y a des cartons, donc toujours source de contamination. Ça a traîné dehors, ça a été posé sur les trottoirs, donc ça peut contaminer des denrées. C'est bon. Elle vérifie aussi les dates limites de consommation. Donc ces étiquettes qui sont très importantes. Une donnée essentielle. 24,9 là. Chaque année, 500 000 Français seraient victimes d'une intoxication alimentaire. Vous l'avez fait hier? Hier. Pourquoi c'est pas daté? C'est fait avec quoi? Poulet, mollet. Il faut bien mettre la date, hein? La date du jour. C'est important, parce que j'ai vu même en cuisine, hein, tout n'est pas filmé, tout n'est pas daté. D'accord. Si c'est des produits périmés, on peut être malade, on peut avoir des problèmes voilà, d'intoxication alimentaire. Ça arrive régulièrement, ça? Il y en a régulièrement. Plus qu'avant, parce qu'avant, on ne pensait pas spontanément à saisir les services hygiène pour ça. Et maintenant, dès que quelqu'un a mal au ventre, il se dit que ça doit être le resto de la veille. Dans ce restaurant, les inspecteurs estiment que le risque sanitaire est faible. Après ce contrôle d'1 heure, ils se contenteront d'un simple rappel à la loi. C'est quoi le pire que vous ayez vu dans une cuisine d'un restaurant? Le pire que j'ai vu, c'est les déjections de souris accumulées, des cafards, aucune surface nettoyée, désinfectée, du stockage au sol. Voilà, c'est des cas très rarissimes, il faut quand même se rassurer. Mais c'est le pire que j'ai vu qui synthétisait un peu tout ce qu'il ne faut pas. Nous avons eu l'occasion d'être confrontés à l'une de ces situations extrêmes. Il y a quelques mois,
Nous suivions le travail de la police aux frontières. A priori, rien à voir avec l'hygiène. Donc avec Cécile, Ce matin-là, en Seine-et-Marne, une vaste opération se prépare. S'il vous plaît. Au commissariat de Logne, une trentaine de fonctionnaires sur le pied de guerre. Ils sont mobilisés pour une enquête sur le travail au noir et l'emploi de clandestins. Le capitaine Thomas dirige les opérations. On va partir tranquillement avec nos véhicules. On stationne bien, donc on rentre tranquillement dans le restaurant. Bon, après, on intervient comme d'habitude, hein, entre midi moins 5 et midi. Donc on part d'ici à 50. Leur cible, un restaurant dans une zone pavillonnaire qui emploierait plusieurs personnes de manière illégale. Bon allez, rentre, on y va. Hop. On va voir le gérant du restaurant, s'il vous plaît. Bonjour, les clés de la porte, s'il vous plaît. Le temps du contrôle, on va procéder à la fermeture du restaurant. Les policiers contrôlent les identités et vérifient si des contrats de travail réguliers sont établis. Ils doivent aussi prendre quelques précautions pour que personne ne s'enfuit. Bah écoutez, je vous dis, hein, on fait le tour, on regarde surtout s'il y a des issues de secours, s'il y a des caches éventuellement où quelqu'un pourrait se dissimuler. En l'occurrence, il n'y a pas, on a des réserves, hein, on va dire. Mais en cherchant des travailleurs clandestins, ils vont découvrir tout autre chose. Une cuisine d'une saleté inimaginable. Dans chaque recoin, la crasse s'est installée. Cafards, moisissures, aliments mal conservés. Ici, aucune règle d'hygiène ne semble respectée. Les policiers n'en croient pas leurs yeux. Sur l'huile, ça peut être un peu chaud. Regardez l'état des plaques de cuisson. Un congélateur, voilà, c'est plat, c'est pas emballé. C'est pas normal que ce soit pas emballé? Ah bah non, au niveau hygiénique, faut des dates, faut des emballages spéciaux, faut des couverts qui tiennent un peu mieux que celui-là. Le frigo qui n'est pas très froid. Froid le frigo? Non, il n'est pas froid le frigo là. Donc la passoire est cassée et les nouilles baignent dans du papier absorbant, nettoyant. Voilà. Là c'est pas hygiénique du tout là. Non. C'est très très sale. Comme si cette cuisine n'avait jamais été nettoyée. Nous interpellons le propriétaire sur cet état de saleté extrême. Oui, monsieur, c'est pas propre, hein. Par terre, c'est gras. Non, c'est pas sale là, regardez. Ils n'ont pas encore le temps de commencer la journée. Oui, et puis vous arrivez comme ça, c'est sale. C'est de l'eau qui coule ici. Ça là, oui. Avec ça, ça cassé et ça qui baigne là-dedans, c'est propre? Ah, ça c'est à jeter, ça. Ouais, ça c'est quelque chose à jeter. Ah, tout ça c'est à jeter? Oui, à jeter. C'était là-dedans, c'est pour à jeter, oui. Là par terre ça glisse, c'est gras. Oui. Et là regardez, il y a plein de cafards. C'est qu'ils ont passé le truc de hier soir. Tous les mois, on met un produit qui évaporise tout ça et le lendemain, ils n'ont pas encore le temps pour... Oui, mais c'est sale ici, regardez les nettoyer. Ça c'est sale, état des prises. Je vais dire à la patronne de faire travailler un peu les gens. C'était pour servir ou c'était pour jeter? Ça? Oui. Ça, c'est, comment dire, c'est déjà pré-cuit. Avant de le servir, il faut le mettre dans le lait très chaud. Parce que là, il n'était pas au frais, hein? Non, non, c'est juste ce matin, ils ont fait, comment dire, depuis hier, et puis c'est pour aujourd'hui. D'accord. Oui. Ça, c'est pour servir. Donc on les a fait hier et on les a posés là en attendant. Voilà. Ce jour-là, les policiers avaient aussi trouvé 4 travailleurs employés de manière illégale. Depuis notre tournage, le propriétaire du restaurant a changé. Des travaux de rénovation ont été réalisés. Après des contrôles, les restaurateurs sont parfois obligés de se soumettre à des formations. Rosemarie Olide en supervise depuis 10 ans, comme ce jour-là dans l'Est parisien. C'est un restaurant en fait, qui a été fermé à la suite d'un contrôle. Et ils ont demandé à ce qu'il y ait une formation très rapide qui se mette en place. Cet établissement a été fermé pendant 2 semaines. Bonjour.
Une sanction sévère après un bilan très négatif des services d'hygiène. Je suis Rosemary, votre formatrice hygiène. Enchantée. Ils ont regardé l'état de la cuisine et ça leur a suffi à dire on ferme. Elle devait être dans un état épouvantable. Je pense, ouais. Je pense. Montrez-moi ce qu'il y a Avant changé de dans la rouvrir, cuisine. les gérants devaient réaliser de gros travaux en cuisine. Ouais. On a changé les 2 fours, on a dégraissé le sol, tout le matériel c'est à nouveau. Vous voyez, déjà il y a des choses qui sont encore dans des places. Ils devaient aussi prendre rendez-vous avec Rosemary Olide. Elle commence par inspecter ses locaux flambant neufs. Avant il y a tout comme ça, il y a du fil, il y a tout. Dans la pratique, ce sont en majorité des restaurateurs pris en faute qui se soumettent à cette formation. Une réalité que Rosemary déplore. Quelqu'un soit du métier ou pas du métier, le problème qu'on a, c'est que ici, en France en tout cas, c'est qu'on va autoriser un peu tout le monde à ouvrir des établissements. Et c'est pour ça que rapidement, on se retrouve dans des situations où certains établissements n'y connaissent rien ou ne respectent pas du tout les règles. Alors ce jour-là, Rosemary va rappeler toutes les règles d'hygiène, même les plus élémentaires. On fait attention et la règle est toute simple. Je vais aux toilettes, je me lave les mains. D'accord ? Si on ne se lave pas les mains à la sortie des toilettes et qu'on rentre dans une cuisine et qu'on commence à toucher des aliments, on risque de contaminer cet aliment. D'accord ? Je vous en prie. À bientôt. Chaque année, à Paris, 8500 restaurants sont contrôlés. Les inspecteurs de l'hygiène exigent une fermeture administrative d'urgence pour 300 d'entre eux, soit un peu plus de 3%. Année après année, la situation s'améliore. Au terme de notre plongée dans l'univers de la restauration, nous avons constaté que le principal risque pour le client aujourd'hui, c'est d'être trompé sur la qualité de ce qu'il mange. Existe-t-il une méthode pour choisir le bon restaurant ? Comment repérer les établissements adeptes des préparations industrielles? Nous retrouvons Emmanuel Rubin, le critique gastronomique. Il va nous donner des conseils pour éviter de se faire avoir. Cela commence dès la lecture de la carte. Déjà, vérifier le nombre de propositions. Plus il y en a, plus c'est inquiétant, plus c'est suspicieux. Parce que ça impliquerait qu'il y ait derrière une sacrée équipe et qu'il y ait un sacré arrivage de frais. C'est quasiment impossible à tenir une carte avec plus de 100 propositions aujourd'hui. Certainement pas dans une brasserie. Ensuite, on peut se renseigner un petit peu sur les appellations. Vous savez, il y a des cartes qui prennent le temps d'inscrire d'où vient le produit. Là, aucune mention faite du produit. On ne sait pas d'où viennent les gambas, d'où vient la viande, si les produits sont faits maison ou pas. Rien, c'est neutre. Là, c'est suspicieux. Ensuite, des cartes qui partent dans tous les sens, qui vous font à la fois de l'omelette, et en même temps qui prennent le temps de faire du gratin de fruits de mer, des moules marinières et de la pierrade, de la blanquette de saumon et un sandwich jambon. On ne peut pas tout faire en même temps, c'est pas possible. C'est que là, on vous a tout préparé à l'extérieur dans des usines de bouffe et qu'il n'y a plus qu'à les assembler ici. Pour aider les clients à s'y retrouver, une loi est à l'étude. Elle pourrait imposer l'obligation de signaler sur les menus le vrai fait maison.